Il s'approcha ensuite de Maurice pour lui remettre ses 50 francs, mais le prenant d'abord par la taille. « Tu ne m'avais jamais dit que tu avais suriné une pipelette de Belleville ?» Et monsieur de Charlus râlait d'extase et approchait sa figure de celle de Maurice. « Oh, monsieur le baron, dit le gigolo qu'on avait oublié de prévenir, pouvez-vous croire une chose pareille ? Soit qu'en effet le fait fut faux, ou que, vrai, son auteur le trouva pourtant abominable, et de ceux qu'il convient de nier. Moi, toucher à mon semblable ? À un boche, oui, parce que c'est la guerre, mais à une femme, et à une vieille femme encore. » Cette déclaration de principe vertueux fit l'effet d'une douche d'eau froide sur le baron, qui s'éloigna sèchement de Maurice, en lui remettant toutefois son argent, mais de l'air dépité de quelqu'un qu'on a floué, qui ne veut pas faire d'histoire, qui paye, mais qui n'est pas content. La mauvaise impression du baron fut d'ailleurs accrue par la façon dont le bénéficiaire le remercia, car il dit « Je vais envoyer ça à mes vieux, et j'en garderai aussi un peu pour mon frangin qui est sur le front. » Ces sentiments touchants désappointèrent presque autant monsieur de Charlus que l'agaça leur expression d'une paysannerie un peu conventionnelle. Jupien, parfois, les prévenait qu'il fallait être plus pervers. Alors, l'un, de l'air de confesser quelque chose de satanique, aventurait « Dites donc, baron, vous n'allez pas me croire, mais quand j'étais gosse, je regardais, par le trou de la serrure, mes parents s'embrasser. C'est vicieux, n'est-ce pas ? Vous avez l'air de croire que c'est un bourrage de crâne. Mais non, je vous jure, tel que je le vous dis. » Et monsieur de Charlus était à la fois désespéré et exaspéré par cet effort factice vers la perversité, et qui n'aboutissait qu'à révéler tant de sottises et tant d'innocence. Et même le voleur, l'assassin les plus déterminés ne l'eussent pas contenté, car ils ne parlent pas de leurs crimes. Et il y a d'ailleurs chez le sadique, si bon qu'il puisse être, bien plus, d'autant meilleur qu'il est, une soif de mal que les méchants agissant dans d'autres buts ne peuvent contenter. Le jeune homme eut beau, comprenant trop tard son erreur, dire qu'il ne blairait pas les flics et pousser l'audace jusqu'à dire au baron « Fous-moi un regard », un rendez-vous, le charme était dissipé. On sentait le chiquet, comme dans les livres des auteurs qui s'efforcent pour parler argot. C'est en vain que le jeune homme détailla toutes les saloperies qu'il faisait avec sa femme. Monsieur de Charlus fut seulement frappé combien ces saloperies se bornaient à peu de choses. Au reste, ce n'était pas seulement par insincérité. Rien n'est plus limité que le plaisir et le vice. On peut vraiment, dans ce sens-là, en changeant le sens de l'expression, dire qu'on tourne toujours dans le même cercle vicieux. Si on croyait monsieur de Charlus prince, en revanche, on regrettait beaucoup, dans l'établissement, la mort de quelqu'un dont les gigolos disaient « Je ne sais pas son nom, il paraît que c'est un baron », et qui n'est autre que le prince de Foix, le père de l'ami de Saint-Louis. Passant chez sa femme pour vivre beaucoup au cercle, en réalité, il passait des heures chez Jupien à bavarder, à raconter des histoires du monde devant des voyous. C'était un grand bel homme que son fils, comme son fils. Il est extraordinaire que monsieur de Charlus, sans doute parce qu'il n'avait toujours connu dans le monde, ignora qu'il partageait ses goûts. On allait même jusqu'à dire qu'il les avait autrefois portés jusque sur son propre fils, encore collégien, l'ami de Saint-Loup, ce qui était probablement faux. Au contraire, très renseigné sur des mœurs que beaucoup ignorent, il veillait beaucoup aux fréquentations de son fils. Un jour qu'un homme, d'ailleurs de basse extraction, avait suivi le jeune prince de Foix jusqu'à l'hôtel de son père, où il avait jeté un billet par la fenêtre, le père l'avait ramassé. Mais le suiveur, bien qu'il ne fût pas aristocratiquement du même monde que monsieur de Foix, le père, l'était à un autre point de vue. Il n'eut pas de peine à trouver dans de communs complices un intermédiaire qui fit taire monsieur de Foix en lui prouvant que c'était le jeune homme qui avait provoqué lui-même cette audace d'un homme âgé. Et c'était possible, car le prince de Foix avait pu réussir à préserver son fils des mauvaises fréquentations au dehors, mais non de l'hérédité. Au reste que le jeune prince de Foix resta
comme son père, ignoré à ce point de vue des gens de ce monde, bien qu'il alla plus loin que personne avec ceux d'un autre. Comme il est simple, jamais on ne dirait un baron, dirent quelques habitués quand M. de Charlus fut sorti, reconduit jusqu'en bas par Jupien, auquel le baron ne laissa pas de se plaindre de la vertu du jeune homme. À l'air mécontent de Jupien, qui avait dû styler le jeune homme d'avance, on sentit que le faux assassin recevrait à tout à l'heure un fameux savon de Jupien. « C'est tout le contraire de ce que tu m'as dit », ajouta le baron, pour que Jupien profitât de la leçon pour une autre fois. « Il a l'air d'une bonne nature, il exprime des sentiments de respect pour sa famille. » « Il n'est pourtant pas bien avec son père, objecta Julien. Ils habitent ensemble, mais ils servent chacun dans un bar différent. » C'était évidemment faible comme crime auprès de l'assassinat, mais Jupien se trouvait pris au dépourvu. Le baron n'ajouta rien, car s'il voulait qu'on préparât ses plaisirs, il voulait se donner à lui-même l'illusion que ceux-ci n'étaient pas préparés. C'est un vrai bandit. Il vous a dit cela pour vous tromper. Vous êtes trop naïf, ajouta Jupien pour se disculper, et ne faisant que froisser l'amour-propre de M. de Charlus.